Bienvenue dans Elles Inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. On imagine souvent l'émancipation comme une rupture, un moment spectaculaire, une prise de pouvoir visible. Mais parfois l'émancipation est plus silencieuse. Elle commence quand on arrête de se conformer à ce qui rassure les autres pour écouter ce qui résonne en soi. Ce mois-ci, on explore comment les compétences deviennent de véritables leviers d'égalité. Parce que savoir, maîtriser, comprendre, ce n'est pas seulement progresser, c'est choisir. Et choisir, c'est reprendre la responsabilité de cette trajectoire. Avec Louise, on parle d'écoute de soi, celle qui demande du courage. On parle de curiosité, celle qui ouvre les possibles là où on pensait qu'il n'y avait qu'un seul chemin. Et d'audace, quand il faut poser des choix de vie alignés, même s'ils bousculent les attentes. Et si s'émanciper, ce n'était pas devenir quelqu'un d'autre, mais c'était enfin se ressembler. Et surtout, souviens-toi, ce que tu sais faire mérite d'être entendu. Louise, bienvenue dans le Bonjour Marine, podcast. merci. Alors, aujourd'hui, on est ensemble pour parler d'un pan de ta vie et de ce que ça a amené, comment ça a découlé aujourd'hui sur comment tu es, ce que tu fais comme métier, où t'en es. Ça a beaucoup de conséquences. Est-ce que, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu peux d'abord me dire qui tu es? Bien sûr, avec plaisir, merci beaucoup. Donc je suis Louise, je suis une personne qui aime, le sport, dans sa globalité, on va dire, on y reviendra tout à l'heure, dans sa globalité. J'aime la montagne, j'aime la lecture, et j'aime surtout le lien humain, qu'on peut avoir les uns avec les autres, au quotidien ou dans des phases plus importantes de notre vie, qu'elles soient tristes ou non d'ailleurs, mais voilà. Et ce côté lien et cetera, en fait, je me suis rendu compte grâce à cet exercice qu'il y avait quelque chose qui se rattachait en fait à toutes les choses qui m'animent dans la vie, que ce soit le sport, mon travail, la montagne, la lecture et cetera. C'est ce côté analyse et du coup, voilà, ça m'a paru important aussi d'intégrer ce mot analyse et compréhension, à la présentation de qui je suis. Voilà, puisque j'aime le sport, et la montagne dans la globalité, mais j'aime aussi les choses qui se passent avant, l'analyse de: «OK, je vais faire quoi? Je vais passer par quel chemin?» et cetera. Et donc voilà, ça m'a paru important de le mettre en avant aussi dans cette présentation. Cool. Merci beaucoup. Comme ça, on en sait plus sur toi. Alors la thématique sur ce mois de mars, elle concernait vraiment, tout ce qui peut dans nos vies, de femmes nous permettre, d'avoir, cette émancipation, cette égalité, voilà, de pouvoir grâce à nos compétences, aller vers autre chose que ce pourquoi on était peut-être un peu prédestinés par plein de critères différents qui peuvent exister aujourd'hui dans nos sociétés. En fait, du coup, tu peux nous raconter un petit peu, comment ça s'est passé pour toi au Mmh. début, de peut-être quelle situation tu partais et pour qu'on comprenne aussi, comment, ça a changé les choses pour toi et où tu es arrivée? Ouais, bien sûr. Donc moi, j'ai grandi dans un environnement plutôt rural, en Bourgogne, où, du coup, l'économie locale, c'est le vin. Alors j'aime le vin, mais je ne voyais pas m'en faire, un métier, enfin voilà, dans une famille qui a fait, peu d'études. Voilà, qui restent quand même des personnes très intéressantes, mais qui n'ont pas, voilà, qui n'ont pas passé, des années en études et qui sont un petit peu, restées toujours dans les mêmes, en fait, finalement, dans les mêmes entreprises jusqu'à la retraite et voilà, on a tous en tête, dans notre entourage, des personnes qui ont ce profil-là et en fait, j'étais un peu, prédestinée à rester, dans cette région, sur ce département de la Bourgogne et continuer un peu sur quelque chose de très, manuel ou en tout cas pas d'études, forcément pas d'études sur le long terme. En fait, j'ai commencé à m'émanciper, puisque c'est justement la thématique, à m'émanciper par le travail, dans le sens où, moi j'ai commencé en seconde générale comme beaucoup de personnes et je comprenais pas pourquoi on voulait, me mettre un pied à l'étrier du monde, professionnel en lisant la littérature classique. Je me disais: «Je vois pas le rapport, je vois pas ce que ça peut m'apporter». Aujourd'hui, heureusement, je vois bien que ça rapporte de la culture et cetera. Mais d'un point de vue concret sur le truc de, bah, OK, mais qu'est-ce que je vais en faire plus tard pour mon métier?
J'avais beaucoup de mal à voir ça. Donc j'ai décidé de faire un bac pro commerce et donc c'était, la première phase enclenchée sur l'émancipation. Parce que du coup, ben, voilà, j'ai pris un chemin qui était un peu disruptif parce qu'à l'époque, l'apprentissage c'était, voilà, pour les bouchers et les mécanos, vraiment, et si tu faisais une alternance, un apprentissage, tu pas plus loin que le CAP. C'était vraiment ça le début de l'alternance. Donc voilà, l'émancipation par cette phase de professionnel et du coup, ça fait lien aujourd'hui avec ce que je fais puisque je travaille dans l'insertion professionnelle. Je crois au fait que le travail, nous permet de nous émanciper d'une manière ou d'une autre, sur tout ça. Et puis après, voilà, plein de choses, dans la vie qui ont fait que l'émancipation, me paraît important aujourd'hui et c'est vraiment le mot d'ordre que je veux faire, passer à travers ce discours-là. Il faut s'émanciper de tout, de plein de choses, de sa famille quand on en a besoin, de ses origines quand on en a besoin aussi, d'un secteur professionnel, par exemple, à la suite de mon bac pro, commerce, j'ai continué les études toujours en alternance et j'ai fini dans le secteur bancaire où j'ai fait, une partie de mon master en gestion d'entreprise et du coup, bah, voilà, j'étais mise dans cette case-là de gestion d'entreprise et très bien et c'est là où je me suis posé la question aussi de: «Mais c'est pas du tout ça que je veux avoir, au quotidien comme valeur» et donc je me suis un petit peu, éloignée de ce secteur-là. J'ai réanalysé là où j'en étais. Je me suis reposé les questions et je suis partie plutôt sur quelque chose, voilà, des études, d'humanitaire et qui m'ont menée du coup aujourd'hui à l'insertion professionnelle et donc ça m'a permis de faire plein de petites émancipations. À quel moment, ça t'est apparu, clairement que, bah, tu avais pas forcément envie justement de suivre les chemins, soit les chemins un peu tout tracés, soit les chemins dans lesquels on t'avait mis, un peu, voilà, s sans forcément t'avoir posé des questions, mais voilà, on déterminait que c'était un peu le chemin que tu devais suivre. Comment tu as fait ce cheminement? À quel moment ça s'est passé pour toi de te dire, «C'est pas le chemin que j'ai envie de suivre»? En fait, je crois que ça passe par une énorme phase d'écoute de soi-même. Heu, j'entendais l'autre jour, quelqu'un qui conseillait de vivre la vie avec, son ventre, avec ses ressentis. Mmh. En fait, c'est une bonne part d'analyse interne, d'introspection pour se dire: «Mais en fait, est-ce que je suis bien là ou pas?» Une question de sensation et de se dire: «Ah mais, en fait, quand justement je suis sur mon chemin et que je marche, je vois qu'il y a un petit chemin par là-bas et les gens qui sont là-bas, ils ont l'air d'être gentils, d'être accueillants puis d'être bien dans ce qu'ils font, donc je vais aller parler avec eux et en fait, ça ouvre un autre chemin et un autre chemin et c'est ça qui nous permet de d'adapter notre bulle, en fait, parce que c'est ça, vie à mon sens, c'est notre petite bulle qu'on construit. On y fait rentrer des gens, on a des cours et cetera et voilà, je pense que c'est ça, c'est cette écoute interne qui a permis ça. OK. On voit à quel point, déjà dans nos vies d'adultes aujourd'hui, c'est pas si simple de s'écouter, de prendre ce temps de, je prends un pas de recul, j'analyse un peu la situation dans son ensemble et cetera. Quand on transpose ça du coup à, bah, quelqu'un de beaucoup plus jeune, alors, peut-être pas un collégien ou à ce niveau-là, mais en tout cas, toi tu nous as parlé de ton bac pro, c'est quand même, jeune. Est-ce que tu as réussi facilement? Est-ce que quelqu'un t'a accompagné dans ce chemin? Est-ce que finalement tu l'as fait sans vraiment en prendre conscience à ce moment-là et c'est depuis que tu as analysé ce qui s'est passé pour toi, à ce moment-là? Comment tu l'expliques? Alors, j'étais pas accompagnée forcément, à ce moment-là, enfin j'étais accompagnée, j'étais soutenue, on va dire, par une partie de ma famille, quand même. Je pense que ça aide aussi à ces âges-là et puis, je crois qu'il y a aussi une part où je me disais, «De toute façon, foutu pour foutu, là, je suis dans une situation donc en cursus général qui me plaît pas. Donc même si je change pour aller ailleurs et que ça me plaît pas, ça va pas être bien nouveau en fait. Il y a pas un risque qui va être, excessif et toujours se poser la question de: «Et au pire, ça va marcher». Enfin voilà, c'est pas, et puis peut-être que c'est pas là-bas, bah, c'est pas grave. C'est que 3 ans de ma vie, c'est rien 3 ans dans une vie et voilà. Essayer de garder un peu un positivisme en se disant que, bah, voilà, c'est sûr que je vais revenir de cette expérience avec des choses, même si c'est pas sur du long terme. Et c'est peut-être finalement du coup ce qui nous manque en tant qu'adultes, parce qu'effectivement on se retrouve souvent dans ces situations où ça nous Mmh. plaît pas, on sent bien qu'on Mmh. n'est pas aligné, mais il nous manque peut-être ce truc de dire: «Bah, foutu pour foutu, essayons autre chose» et qu'on reste peut-être un peu trop dans nos carcans d'adultes de: «Bah, j'ai une situation, je peux quand même pas, prendre le risque d'en changer». Est-ce que toi tu as, quelque chose que
tu as identifié avoir eu à ce moment-là et que justement tu as fait attention de le garder pour que ça continue de te servir à l'âge adulte? Il y a quelque chose, alors ça va paraître très spirituel, mais voilà, chacun y va de ses croyances là-dessus. Je crois que c'est très important de garder sa part d'enfant et de rester fidèle à l'enfant intérieur qu'on a tous en fait et qu'on garde tous, mais de manière très concrète. C'est-à-dire que parfois c'est important de se poser et de se dire mais ma souche, ça reste quand même mon enfance, qui j'étais quand j'étais enfant, les grands rêves que j'avais, voilà, sans parler de monter des structures énormes et qui vont finir par faire des ventes à l'international, pas du tout, mais juste de se dire quand j'étais enfant, quel adulte me faisait rêver et de devenir cette personne-là, en fait. Et finalement, je pense que le fait de garder cette part d'enfant et de se dire: «Allez, c'est pas grave, c'est super cool, on y va, on verra bien», c'est hyper important. Et alors évidemment, ça va pas sans angoisse, ça va pas sans tout ça, parce que quand on devient adulte, on a tout ce lot qui vient aussi. Le regard des autres, la peur, les angoisses qu'on n'a pas quand on est enfant. Mais il faut que cette parole d'enfant qu'on a à l'intérieur soit plus conséquente que toutes les petites choses parasites qui peuvent nous laisser, ancrés à des endroits où on n'est plus bien, en fait, tout simplement. Est-ce que tu en as, là, aujourd'hui, avec ton regard d'adulte, tu en as tiré des vraies compétences? Des choses que concrètement tu peux nommer et tu peux réutiliser et qu'on pourrait justement partager avec les auditrices pour qu'elles aussi prennent peut-être conscience de ce qu'elles ont, acquis? Je pense que, dans tout ça, il y a quand même une part, d'adaptation qui est venue se mettre dans mon spectre de compétences. Parce que finalement, ben, tu tout le temps plein de trucs. Donc il y a forcément des choses qui fonctionnent pas parmi ce lot de choses qui peuvent fonctionner. Et et parmi ça, en fait, ça te permet de t'adapter, ça déjà, et puis la résilience aussi. Le fait de dire que quand tu te plantes, bah, c'est pas la mort du petit cheval. Tu nous as dit qu'il y a finalement plein de moments dans ta vie où, tu as eu ces moments, d'alignement, que l'émancipation, elle a pris plein de formes, dans tout ton parcours. Est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples qui Bien pourraient sûr. aussi, nous montrer, d'autres facettes de ce que ça peut être l'émancipation? Oui, complètement. Je pense que l'émancipation, c'est par définition, ça part du fait que de constater qu'on n'est pas très bien dans un endroit et de se dire: «Ben, voilà, je vais aller voir si l'herbe est pas plus verte ailleurs». Ça peut être, par exemple, c'est marrant, je l'ai vécu là, il y a 15 jours. Ben, je vis dans un endroit où oui, je suis bien, je suis pas malheureuse, mais je suis pas au max de ce que je pourrais être, en fait. Parce que, je sais pas, j'ai besoin de voir des arbres quand je regarde à ma fenêtre et là, je vois un bâtiment. Bah, en fait, juste fais-le, voilà, cherche un nouveau logement, installe-toi dans un nouveau logement, dans un nouvel environnement et fais en sorte que tout ce qu'il y a autour de toi, elle corresponde à qui tu dans ta petite bulle. C'est un peu, toujours cette histoire de bulle. Et donc, oui, il y a cette histoire de déménagement quand on n'est pas bien là où on est, que ce soit dans l'appart où on est ou, voilà, dans la ville où on est, et cetera. Par exemple, j'ai vécu à Lyon, en centre-ville, et j'attendais, avec, grande impatience le vendredi soir pour partir en week-end à la montagne. Et un jour, je me suis dit: «Bah, en fait, pourquoi tu vas pas juste vivre à la montagne? Comme ça, tu auras pas à retenir ton souffle du lundi au vendredi et respirer samedi, dimanche». Voilà, bon, c'est sûr que c'est un choix de vie et forcément, il y a des conséquences aussi un peu négatives sur le point de vue, professionnel. Il y a beaucoup de déplacements, et cetera. Mais au moins, voilà, là, si, après je veux, aller sur mon balcon, je sais que devant moi, j'aurai une montagne et pas un bâtiment. Et puis il y a quelque chose, qui me semble très important à mettre en avant aussi, surtout aujourd'hui, c'est l'émancipation des réseaux sociaux, que je conseille vraiment. Que ce soit dans le concret, c'est-à-dire je supprime, mes comptes sur les réseaux sociaux et voilà, ou que ce soit même, dans le recul de ce qu'on peut voir sur les réseaux. Je pense que c'est ça aussi s'émanciper, parce que surtout en tant que femme aujourd'hui, sur les réseaux, il se passe plein de choses. On voit plein de choses qui font peur, qui nous requestionnent, mais pas dans le bon sens, et qui nous emmènent à voilà, à pas être à l'aise avec qui on est, ou bien, émanciper juste s'émanciper pardon de ce rapport-là aux réseaux sociaux, bah, en fait, je pense que c'est une clé aussi sur son émancipation globale.
Voilà. Est-ce que dans ta définition de l'émancipation, il y a une note quand même d'audace? Parce que, bah, en fait, il y a des moments où la peur, elle peut aussi prendre le pas, de se dire: «Bah, oui, j'aimerais bien vivre ailleurs, mais si je vis ailleurs, dans quelles conditions je vais vivre? Qu'est-ce que je vais trouver? Comment ça va se passer pour mon emploi?» Est-ce que du coup, toi, tu associes un peu les 2, émancipation et audace? Ouais, je pense qu'il y a une part de, faut le faire ce pas dans le vide, en fait. Il faut le faire et quand on le fait, ben, on se rend compte que, ou alors c'est du très positif comme je disais tout à l'heure, ou alors c'est du très positif et c'est très bien, ou alors de toute façon ça peut pas être pire qu'une situation dans laquelle on n'est pas bien comme aujourd'hui. Donc oui, il y a une question d'audace effectivement, ouais, ça reste une grosse question quand même. Avec quand même je mets une petite étoile sur tous les propos, c'est qu'il y a des situations parfois où c'est pas possible de s'en émanciper. Je pense, par exemple aux personnes qui ont l'obligation d'être présents, les aidants ou les aidantes, familiaux. C'est très compliqué de s'émanciper d'une situation et cetera, donc évidemment qu'il faut mettre, certaines guillemets sur les propos aussi. Mais après, on peut aussi justement réfléchir à comment s'émanciper autrement d'une situation de laquelle on pourrait pas, partir. C'est sûr qu'il y a plein de cas, quand on a, ses enfants à charge, par exemple, une famille à nourrir, on peut pas, tout changer du jour au lendemain. Mais on peut, imaginer des petites parenthèses, qui nous permettent de tendre vers du mieux, sans changer radicalement sa situation à l'instant T, parce qu'effectivement, c'est pas toujours possible. Exactement, tout à fait. Et ça part toujours de cette écoute-là, en fait. Je pense qu'on se sent quand on a ce besoin de fracture un peu, d'émancipation, parce que fracture, ça reste un peu négatif quand même comme mot, mais voilà, de faire un pas de côté. On le sent de toute façon, on le sent. Donc, si on récapitule un peu toutes les compétences dont on a parlé ensemble, on a parlé de beaucoup d'écoute de soi, mais d'écoute des autres aussi forcément, parce qu'il y a plein de messages qui peuvent nous venir, de nous être renvoyés finalement par les gens qui nous entourent. On a parlé finalement d'audace, mais de courage aussi, parce que ça peut demander ce courage-là de faire ses choix, prendre ces décisions-là. Tu nous as parlé de certaines de tes compétences. Est-ce que, toi, là, tu as quelque chose qui t'apparaît comme fondamental dans ton parcours, quelque chose que soit tu avais déjà avant, soit tu as développé au cours de ton parcours, mais qui fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment une de tes compétences phares parce qu'elle est pilier dans ton parcours? Ouais, je pense que la confiance, mais pas forcément la confiance en soi dans le sens, négatif de la chose. La confiance en fait en tout. Enfin, je sais pas, la confiance, voilà, la confiance de la vie. C'est-à-dire que, ben, j'ai confiance, je sais que c'est le bon chemin et si c'est pas celui-là, bah, c'est pas grave, il y en aura un autre et cetera. Dans le cadre pro aussi, la confiance aux personnes avec qui on travaille. Si moi je prends pas le bon chemin, je sais qu'il y a des personnes qui vont, aussi me prendre la main pour me dire: «Ben, peut-être, revenir sur le bon chemin ou alors, OK, mais on part ensemble alors». Enfin, voilà. Je pense que voilà, ce mot confiance me revient quand tu poses cette question, ouais. Si on traduit ça peut-être, en quelque chose d'un peu plus concret pour, des personnes qui savent pas forcément ce que c'est justement, la confiance. Moi, ce que j'entends quand tu parles là, effectivement, c'est l'alignement avec, toi, avec les choix que tu fais et encore une fois, en le complétant avec l'écoute de toi et l'écoute Mmh. des autres et c'est ce qui va, conduire en fait à, «Je me suis écoutée, j'ai écouté les gens autour de moi et je me sens alignée et donc là, je suis en confiance en me disant que je suis au bon endroit». Exactement, c'est tout à fait ça. Merci beaucoup pour cette reformulation. Avec plaisir. Hem, Aujourd'hui, donc tu as déjà, bah, tout un parcours derrière toi et on l'a entendu, tu t'es émancipée de plein de situations parce que c'était, bah, ton mode de fonctionnement et comment toi tu as grandi. Comment tu vois, ton avenir? Comment tu vois, la suite? Pas forcément dans les 50 prochaines années, mais est-ce que tu vois des challenges devant toi? Parce que c'est vrai qu'on peut aussi, en écoutant les autres, se dire: «Waouh, ils ont déjà parcouru un chemin incroyable, moi j'y arriverai jamais» et je trouve que c'est important de remettre, un peu le truc au centre du discours, de se dire: «Mon chemin, il est pas terminé. J'ai encore plein de choses à faire». Qu'est-ce que toi tu vois devant toi comme challenge à arriver?
Bah, c'est marrant, mais j'en vois pas forcément. En fait, j'en vois pas forcément. Alors évidemment, il y a ces choses, il y a ces choses de la vie, c'est-à-dire que, ben, j'aimerais avoir des enfants. Alors c'est quand même un énorme challenge d'un point de vue familial. Il y a le challenge financier qui est quotidien pour tout le monde. Enfin voilà, il y a ce challenge juste de la vie, en fait, des petites choses au quotidien. Mais sur les grands challenges, comme tu peux l'entendre dans ta question, j'en ai pas forcément cette vision parce que j'avoue me un peu, ma vie un peu, disons, pas au jour le jour parce que c'est très cliché, mais je me pose pas de questions comme ça je me pose pas ces questions, voilà. Est-ce que le fait que tu ne n'arrives pas, enfin, que tu ne visualises pas à l'heure d'aujourd'hui un gros challenge arriver, que tu as l'impression que c'est parce que justement tu les découpes en petits challenges et que tu es bien à l'écoute de toi au fur et à mesure pour ne pas finalement te laisser embarquer dans un chemin qui n'est pas exactement le tien, ben, de un jour se retrouver soit devant une grosse montagne, soit devant une grosse falaise et devoir justement relever ce gros challenge? Ouais, c'est tout à fait ça. C'est exactement ça, parce qu'en fait, c'est, petit pas après petit pas qui font qu'en fait, tu as fait un énorme chemin et l'énorme chemin, on le voit quand on se retourne, enfin, je le vois quand je me retourne, je me dis: «Ah, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses que j'ai laissées de côté qui me pesaient lourd», et dont j'ai réussi à me séparer. Mais si j'avais dû tout faire d'un coup, je pense que j'aurais pas enfin, ça aurait été beaucoup trop gros et je crois que c'est quelque chose effectivement qu'il faut garder en tête, se dire que et ben, garder des toutes petites actions à faire un peu au quotidien pour arriver à un gros projet plutôt que à regarder effectivement les choses comme une énorme montagne en se disant: «Mais j'y arriverai jamais». Mais si, tu vas y arriver. Tu vas mettre des chaussures, tu vas monter un peu, petit à petit et ça va le faire et c'est sûr que tu pourras pas le faire dans la demi-heure. Mais, tu vas réussir à faire tout ça, quoi. Carrément. Que ce soit un objectif, effectivement, le sommet, on le découpe en différentes petites randonnées qui vont nous permettre d'y C'est arriver, ça. ou que ce soit, bah, quelque chose qu'on n'avait pas prévu, un événement dans nos vies et qu'on assimilerait peut-être plus à une grosse falaise qui descend à Ouais. pic et comment est-ce qu'on va, traverser ça? Et finalement, en le découpant en plein de petites étapes, en s'écoutant un peu plus au quotidien et du coup en s'éloignant un peu moins, du chemin, ben, voilà, en redressant, un peu, régulièrement la barre, c'est ce qui va nous éviter de nous retrouver dans des situations, difficiles à gérer. Et je compléterais aussi, sur le fait que il faut aussi savoir, se poser effectivement sur ces gros parcours qui nous attendent, heu, en découpant les choses effectivement, mais surtout en sachant reconnaître quand il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Quand les actions ont été faites, de votre côté, enfin du côté de la personne et que derrière, je sais pas, il y a une attente de validation, il y a une attente de réponse, quelque chose. OK, c'est fait en fait. La part est faite, donc faut se concentrer sur autre chose, avancer sur autre chose et pas rester bloqué sur des choses de toute façon qui nous appartiennent pas. Et je crois que c'est ça aussi qui fait qui fait peur en fait quand on se lance dans quelque chose, une certaine forme d'émancipation, c'est de se dire il y a des choses dont c'est pas mon ressort et que je vais pas pouvoir contrôler. Mais justement, c'est génial parce que du coup, ça nous enlève des responsabilités. C'est comme ça qu'il faut le voir. Super. Merci beaucoup, Louise, d'avoir partagé tout ça avec nous. On arrive déjà à la fin de notre échange, mais bien sûr, avant de se quitter, c'est le moment de ton défi. J'ai hâte. Oui. Alors mon défi du coup, c'est, devant chaque choix que vous avez à faire, si vous savez pas trop comment faire un choix et cetera, posez-vous la question: «Dans 2 ans, qu'est-ce qui restera de ma réflexion?» Par exemple, quelqu'un qui souhaite, déménager, je reprends cet exemple, quelqu'un qui souhaite déménager, si je reste ici parce que, j'ai peur, parce que je veux pas quitter telle personne ou telle personne, qu'est-ce qui me restera de ça dans 2 ans? Et si je décide de déménager, qu'est-ce qui va me rester de ce déménagement dans 2 ans? Et généralement, on se rend compte que, ben, au bout des 2 ans, on serait quand même plutôt plus fiers de nous à avoir fait les choses plutôt que de ne pas les avoir fait. Voilà, c'était mon petit conseil, mon petit challenge que je donne, aux personnes.
Trop bien. Alors évidemment, ça ne marche pas quand on est en train de choisir, le type, de sauce tomate qu'on va acheter au Non. supermarché. Mais ça marche parce que je voulais justement faire le lien. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir une décision si importante que: «Est-ce que je déménage ou pas? Est-ce que je quitte ma boîte ou pas? Est-ce que» on peut s'entraîner à avoir ce type de réflexion sur des décisions beaucoup moins importantes, mais ça entraîne finalement, ça habitue notre tête à réfléchir de cette façon-là et du coup, C'est ça ça. rendra la réflexion beaucoup plus facile, et habituelle quand on sera confronté à un choix très important avec plus de conséquences. Exactement. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir partagé tout ça, aujourd'hui. J'ai, hâte de voir, les retours qu'on a sur ce petit défi. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Tu viens d'écouter Elles Inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Et si tu es encore là, c'est peut-être qu'une petite étincelle s'est allumée. Alors faisons-nous un cadeau, partage cet épisode avec une amie, une sœur, une collègue, une femme qui elle aussi a besoin d'entendre que sa voix compte. Abonne-toi, laisse un commentaire, un cœur, parce que c'est comme ça qu'on fait circuler l'audace. Et quand tu auras relevé le petit défi proposé dans cet épisode, viens me le dire, je veux savoir ce que ça a réveillé chez toi. Ta voix compte et tes compétences sont déjà en train de rayonner.